Je vais vous parler des bergers de Sartenay, une activité de transhumance de 1850 à 1950, disons de un siècle. C'est aussi l'auteur d'une très belle revue d'Aniba, où on retrouve tous nos souvenirs d'enfance. Bon, Pierre-Jean, je te laisse la parole. Bon, écoutez, je vous remercie. Oui, en fait, je vais être obligé d'utiliser quelques mots corses aussi pendant ma discussion. Je me suis intéressé à certaines parce qu'on est en train de faire un livre sur les bergers en Corse, et on travaille par région. Alors moi, c'est une région que je ne connaissais pas du tout, et j'ai été vraiment surpris par les différences qu'il y a avec l'autre Corse. C'est vraiment, on est vraiment dans un monde totalement différent, de la manière de voir le monde, de penser, mais aussi de travailler, de savoir faire tout ça, c'est très différent. Alors là, en fait, pour mieux comprendre les choses, il y avait deux sortes de bergers en Corse. Il y a des bergers qui ne transhument pas, ce sont des bergers sédentaires, ils sont dans un village, ils passent toute l'année dans le village. Donc vous avez des bergers qui transhument. Alors, qu'est-ce qu'ils vont? Ils partent à la montagne ou à la plaine parce que, arrivé au mois de juin, en plaine, il n'y a plus d'air, en montagne, il n'y a plus d'air, mais ils sont obligés de s'amener à la montagne, tout simplement. La transhumance, c'est une quête de pâturage, c'est pas, ils ne montent pas s'aérer, ils montent parce que les animaux ont besoin de manger et ils sont obligés d'aller à la montagne. Alors, le problème du Sartenay est intéressant parce que, moi, tous les bergers que j'ai rencontrés ici m'ont tous dit, nous sommes originaires du Tarn. Bon, les familles, c'est Kotsan ou les Zik. Alors moi, je pense que je parle sous le contrôle de gens qui sont peut-être plus au courant de moi. Ce sont des familles qui ont quitté le Tarn au XVIIe, XVIIIe siècle, peut-être pour des surpopulations, famines, bon, problèmes locaux. Et ces gens-là donc, partent un peu à l'aventure et ils atterrissent naturellement donc, dans le Sartenay. Et le Sartenay, c'est que 80% des terres sont contrôlées par des gens. Les terres sont privées. Alors le problème qu'ils ont, c'est de s'installer sur ces terres. Familles nombreuses, très peu de moyens, ils vivent d'une façon miséreuse. Miséreuse, c'est pas péjoratif. Et donc ils doivent composer avec les gens. Et si vous voulez, donc pour les gens aussi, c'est du pain béni de voir arriver ces bergers. Bon, ils arrivent, c'est de la main-d'œuvre. Et commence comme ça l'histoire du pastoralisme dans le Sartenay, qui existait déjà. C'était un pastoralisme très localisé, des petits troupeaux, etc. Là, vraiment, on va arriver des gens, des familles nombreuses qui arrivent du tard et qui s'installent sur ces terres. Alors évidemment, les statuts d'installation sont très différents. Souvent, il y a peu au maison. Au début, ils partagent tout. Les gens, ils n'ont rien, ils arrivent sans rien. Donc le propriétaire achète le troupeau et la famille s'installe dans ces casiers. Vous dites casiers, voilà, c'est l'exemple type des casiers du Sartenay, où ils vivent dans une pièce, parfois deux. Quand il y a deux pièces, c'est public. Donc ils sont 10, 12, à vivre dans une seule pièce. Et ce casier appartient aux gens. Donc, soit ils louent, soit le jeu les installe pour les faire travailler et partagent. Ça, c'est un peu la problématique de Sartenay. Alors, je vais vous montrer une photo de comparaison. Ça, c'est une photo qui est prise dans le Niol, où les bergers vivaient encore dans des grottes. Bon, ici, les grottes étaient utilisées à des fins agricoles. Dans le Niol, ou en montagne, ils n'ont pas de cabane, ils vivent dans des grottes. Voilà, donc les conditions de vie. Voilà, ils ont vécu, les bergers montés, ils vivaient comme ça, comme les hommes préhistoriques. Donc vous voyez, les conditions de vie sont très différentes. Vous avez des casiers à côté, il y en a aussi, mais dans le Niol, bon, ils ont conservé ce type d'habitat. Voilà, donc retour dans ces casiers, qui sont en granit, le toit en tuiles, les matons, qui sont moulés sur les cuisses. Alors, vous ne savez peut-être pas qu'ils le faisaient eux-mêmes. Donc les cuisses, donc, la tuile était moulée sur la cuisse. Et ils faisaient donc ces toits avec des pierres de calage. Donc les tuiles sont posées directement sur des charpentes. Et un exemple, voilà, encore le Niol, casiers différents, pierres différentes, le toit en scandole, le toit est en bardeau. Ce sont des toits en bois. Sur les bardeaux, ce sont des tuiles en bois. Voilà, donc vous voyez la différence des casiers et regardez. Comme Sartenay, Niol. Vous voyez, donc on est dans un monde complètement différent. Voilà, ça un autre exemple, c'est Saint-Florent, totalement différent. Encore habitant des bergers du Nebbio. Alors c'est du calcaire, c'est comme Bonifacio, c'est à peu près le même casier de Bonifacio. Encore, vous voyez la diversité du pastoralisme encore, ça. Alors, Joseph Mar, ça c'est un de ces casiers qui était donc ici dans la dépendance certaine. Alors le cas de Mar, c'est intéressant, c'est une famille qui vient du Tarn aussi, et comme les Mondolone, et donc vous avez donc toutes ces familles qui arrivent et qui vivent dans des casiers d'une façon autarcique, ils produisent tout, ils ont des jardins, ils ont des poules, des cochons, des petits troupeaux. N'imaginez pas de berger avec une brebis, ce sont des troupeaux de 60, 100 bêtes au maximum, très peu productives,
Alors le lait, ils ont de quoi juste vivre parce que les brebis mangent peu, parce qu'il y a beaucoup de bergers, et produisent peu, et font peu de lait. Donc les conditions de vie sont très compliquées pour eux, et ça fait que bon... Alors voilà, je vais vous démonter une bergerie encore du Niol, regardez, Casier du Sud. Alors tout ça c'est une bergerie du Niol où vous avez chèvres et brebis associés. Les ronds sont des enclos à chèvres, et les couloirs ce sont des enclos pour traire les brebis. Vous voyez donc l'architecture est encore très différente. Voilà, encore le casier du Sartenay, toujours avec ce problème des... Ils vivent en autarcie, ils ont des fours, ils ont Azid, à la famille, nous on ne connaît pas ça en Haute-Corse, on a des cheminées. Si vous avez Azid, que vous connaissez peut-être mieux que moi, nous on a des fourgons, qui sont des foyers sur pied, en bois, ou bien des cheminées. Voilà, donc la fameuse Zid qui est typique au Sartenay. Et là, comme pour isoler les cabanes, alors ils crépissaient certaines, ils crépissaient avec de la chaux, et les murs étaient, les plafonds étaient, il y avait un lit de branchage, et ils posaient des tuiles dessus parce que ça isolait la cabane. Hein. C'était un isolant en même temps, parce qu'il faisait froid, hein. Il y avait une tige qui était allumée, et ça faisait isolant. Ça, c'est un peu les conditions de vie de... Voilà. Alors les toits de Haute-Corse, comparaison, vous avez ces accorbements. Ça, c'est dans le nez. Vous voyez donc la différence, la facture des cabanes et la différence là. Ça, ce sont des... L'encorbellement sont des pierres qui sont... Elles montent en dégradé comme ça, et vous avez une dalle de calage. Et ça, on en trouve beaucoup dans le Niol, dans le Nez, en Castagnic, mais inexistante ici dans le sud, parce qu'avec le granit, on a du mal à faire ce type de construction. Pour les fours. Comme des fours. En Corse, ils genoux à forme. Voilà, et là l'exemple encore d'Asque, où vous avez des toits qui sont en bois, ce sont des troncs de palaricho, qui sont posés sur la cabane et qui durent des années et des années. Hein. Donc on voulait poser un peu la problématique, la différence d'habitat, et ça vous avez les fours, toutes les bergeries ici dans le Sartenay ont des fours, ce qui n'est pas le cas en Haute-Corse d'ailleurs. Et si vous avez des fours, donc vous savez qu'il y a une vue autarcie qui font leur pain dans le jardin, on en a parlé tout à l'heure. Mais ils sont totalement indépendants les uns des autres. Voilà, ça c'est un casier de Barge. Donc facture différente. Voilà, donc alors, là on va arriver aux transhumances. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent ici dans le Sartenay, ils ont un problème, bon, c'est-à-dire qu'arrivé au mois de juin, ils n'ont plus d'herbe, ou très peu d'herbe. Donc ils doivent partir à la montagne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent vers les endroits où ils sont originaires. Mais avec une problématique, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont plus de village. Ils ont plus de village il y a 2 siècles, ils ont quelques cousins éloignés, mais ils n'ont plus de maison dans le village. Donc la transhumance, c'est Sartène, le Couchon, directement. Alors qu'à Venaco, vous avez plaine, village, montagne. Le Niol, vous avez plaine, village, montagne. C'est-à-dire que les femmes et les enfants restent au village, et seuls les hommes montent à la montagne. Dans le Sartenay, comme ils n'ont plus de village, toute la famille monte dans le Couchon. Ils partent avec les cabriolets, les mules, les poules, ils amènent tout, ils partent. Donc ils partent tous. Alors le chemin, donc j'ai demandé à M. Lucchini, donc il m'a expliqué toujours le chemin qu'il prenait de Sartène pour arriver à le Couchon et à Duce, qui était un long cheminement parce qu'il fallait qu'il traverse. Il fallait qu'il traverse plusieurs villages, prendre des sentiers, c'était assez compliqué, c'est une transhumance qui durait parfois 2 jours. Il me disait qu'ils dormaient sur le cabriolet au-dessus d'Aoudé, quand ils arrivaient de nuit là-haut, ils parquaient les brebis à la sortie d'Aoudé, puis ils dormaient sur le cabriolet. C'est exact. Hein. Et parce que bon, ils ne savaient pas où aller, ils étaient obligés de dormir. Et ils repartaient le lendemain, et arrivés du côté du... comment on appelle le... Voilà, donc là vous déchargiez les cabriolets, vous chargiez les mules, et vous partiez à pied, donc les cabriolets ne pouvaient pas arriver au Couchon, et ils arrivaient donc avec les mules chargées dans leur bergerie. Toutes les bergeries, donc qui... En fait, les bergers se bâtissaient dans le Couchon. Hein. Alors, 2 mots sur le Couchon. Le Couchon est un plateau qui est à 1500 mètres d'altitude. Quand on est là-haut, on n'a pas l'impression, mais c'est une... Voilà, donc ça c'est la transhumance. Hein. Vous voyez, ils traversent les villages, ils arrivent. Ça c'est le Fuzanic. Donc en fait, vous laissiez les cabriolets là, et vous montiez à pied, vous traversiez donc les crêtes, et vous aviez le Couchon qui est derrière. C'est ça. Hein. Voilà.
Ah voilà, alors ça c'est un exemple de village à Porto Vecchio, Bital, ça. C'est un petit village qui est pas loin du Couchone d'ailleurs. Hein. C'est un village à un hameau de berger. Donc voilà le Couchone. Alors c'est une vue aérienne qu'on a fait l'an dernier. Alors c'est un immense plateau qui fait plusieurs milliers d'hectares, hein, qui est occupé, c'est la commune de Zigao en fait qui est propriétaire à 70%, hein, le propriétaire du Couchone. Ensuite il y a, je crois qu'il y a un peu Cozzano, Coenza et Serra di Scopamento. Donc ils se partagent le Couchone. Et c'est quand même Zigao qui a la plus grosse part de ce territoire. Alors c'est un territoire qui est quand même assez pauvre. Hein. Bon, il y a peu de forêt parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Et de l'eau, il y a beaucoup d'eau par contre, mais le couvert végétal est assez pauvre. Hein. C'est pas un couvert végétal, à part les coccines où il y a encore de l'herbe, les animaux quand même ont beaucoup de difficultés pour se nourrir. Alors, particularité du Couchone et des Sartenais, ils ont chèvres et brebis. Alors que vous avez par exemple en Haute-Corse des chèvres et des brebis. Ici, ils partent avec des troupeaux mixtes, chèvres et brebis. Alors pourquoi? Parce que justement, les chèvres et les brebis permettent de mieux exploiter le territoire. Ce que mangent les chèvres ne mangent pas les brebis et vice-versa. Donc ils ont des petits troupeaux et ce lait est mélangé pour faire le fromage. On en parlera tout à l'heure. Hein. Alors voilà donc ce fameux Couchone. Ici, donc, ce sont les bergeries de... Je crois que c'est... Voilà, c'est toujours les plateaux du Couchone avec les Argadales qui en face. À Douche, là vous avez Buzzasca. Alors ça c'est intéressant, c'est côté Coenza. Ce sont des bergeries presque préhistoriques. Hein. On pense que c'est les plus vieilles bergeries du Couchone. Ce sont des grottes murées qui ont été abandonnées à la fin du 19e siècle. Hein. Ils sont en ruine depuis très longtemps. Buzzasca, c'est côté... Voilà, donc c'est des bergeries de... C'est quoi voilà. Centre de Buzzasca, très ancienne bergerie. Voilà, donc on retrouve la Tzida dans ces bergeries du Couchone. Imaginez l'âge de ces constructions. Là donc un exemple de l'eau, des poussines avec la fameuse aconite, la fameuse fleur qui est spécifique au Couchone, elle est unique au monde, hein. On la trouve dans le Couchone. Et je vois qu'il l'appelle au badello, c'est une plante qui est très vénéneuse. Elle est toxique, une plante qui est toxique. Elle vous l'appelez au badello, alors que nous, au badello, c'est la fnegata. C'est une autre plante. Hein. Voilà, alors on va arriver aux bergeries du Couchone. Et voilà Padagnolo. Alors ces bergeries de Padagnolo ont été aussi abandonnées très tôt, hein, je pense, entre les deux guerres. Hein. Entre les deux guerres, mais la plupart des bergeries du Couchone, disons le Couchone s'est vidé dans les années 50. Hein, je crois qu'il y avait pratiquement plus personne dans les années 50. Tout le monde est parti. Il correspond un peu à la crise du pastoralisme. Parce que ce qu'il faut dire aussi en Corse, le déclin du pastoralisme a commencé après la Première Guerre mondiale. Parce que ce n'est pas l'arrivée des pieds noirs et des rapatriés qui... La guerre, les Corses ne sont pas revenus, hein, ça fait que bon, beaucoup de troupeaux se sont trouvés à l'abandon dans la montagne, et puis finalement ce déclin a continué sur les années 50. Et c'est dans les années 50 que vous avez à peu près l'abandon de toutes les bergeries de Corse. Hein. Voilà, vous avez un exemple ici, Padagnolo, encore avec les cabanes. Alors, vous allez voir le choc. Regardez Padagnolo en 1898. Ça, c'est extraordinaire. C'est un grand mère au milieu. Alors, c'est Antoine Lucchini qui m'a fourni cette photo, qui est quand même extraordinaire. Quand vous voyez Padagnolo aujourd'hui, imaginez Padagnolo il y a un siècle. Voilà. Donc, ce sont de vrais villages. C'était en fait de vrais villages. Vous m'aviez dit qu'il y avait des endroits, il y avait 80-100 personnes qui habitaient dans le Couchone. Donc, ils ont une vie tout à fait familiale, le four. Donc, ils vivent. Alors, particularité, dans ces bergeries de... Ça, c'était Paris-Monde, bergerie abandonnée aussi depuis très longtemps. Vous avez Groci, le complexe des Croci au fond. Et ces bergeries aussi abandonnées entre les deux guerres, qui sont très belles d'ailleurs. Elles sont construites entre les blocs rocheux, des blocs de granit. Voilà, donc la construction de Paris-Donde. Sont très... Aussi un vrai village. Voilà, oui, le mur, donc ce sont des murs doubles avec un remplissage de terre et de pierre. Ça permet d'isoler un peu, c'est des murs qui sont un peu isolés en fait. Hein. Voilà la construction de... Là vous avez Fraulette, que M. Lucchini a fait tout. Donc qui est aussi... Il reste plus qu'une cabane de boue en Fraulette. Hein. Vous avez ici encore Fraulette, le four à pain. Vous avez ici Groci, qui était une importante bergerie aussi du Couchone.
avec Antoine Fouat, qui était un des derniers bergers à avoir pratiqué les grottes, avec le four, toujours. Antoine Fouat qui montait de Porto Vecchio, puisque la partie coin c'était occupée par des bergers de Porto Vecchio. Vous avez toujours les grottes avec l'emploi brebis et la structure touristique qui est en face. Il y a un peu de l'imitation des bergeries du Couchonne. Donc ça, c'était la fameuse grotte où vous cachiez les... Quand ils repartaient à la plaine, ils cachaient les ustensiles dans ces grottes. Parce que bon, il y a longtemps qu'on le vole, là, voilà. Cacher, donc tout ce qu'ils pouvaient cacher, le méthode de ces grottes. Alors, imaginez, voyez, donc les grottes, j'ai toujours une photo avec le curé, j'imagine, c'est une visite du curé. Vous vous rendez compte, aujourd'hui c'était ruiné, parce qu'il y a à peine 60-70 ans, hein, il y avait une vie. Alors, ce qui est intéressant dans le Couchonne, c'est que quand les hommes montaient avec les femmes, avec les enfants, les hommes repartaient à la plaine, parce qu'il y avait les céréales, le blé, et donc les femmes et les enfants restaient seuls dans le Couchonne. C'était les femmes et les enfants qui s'occupaient des troupeaux. Les femmes, les tantes, les mères, tout le monde travaillait, donc il y avait les chèvres et les brebis, les enfants s'occupaient de garder les troupeaux, et les femmes travaillaient, elles faisaient le fromage, elles faisaient le pain, donc c'était les femmes qui travaillaient en fait. Alors que, d'exemple, dans le Niol, vous avez en montagne, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Donc les femmes, vous voyez la différence aussi d'organisation du travail. Par exemple, dans les bergeries au-dessus de Calamuche, vous avez 10 et 15 bergers qui vivent ensemble, il n'y a pas de femmes, ils vivent ensemble dans une seule cabane, souvent. Ils s'entraident, et alors dans le Couchonne, c'est le contraire. Vous avez des femmes qui... Oui, avant, oui, elles s'entraident, voilà. Et les femmes montaient, s'occupaient des troupeaux. Voilà, donc encore une photo des broches. Oui, c'est moi. C'est Antoine qui est premier à ce moment-là. C'est en quelle année? 1964. Voilà, et là vous avez une princesse Mondoloni qui a à Luccia. Donc alors, ce qui est intéressant dans ces bergeries, aussi ce qu'on peut dire dans le Couchonne, c'est que vous avez des tribus en fait. Vous avez, il y a ils s'appellent tous Mondoloni. 9 familles Mondoloni. C'est quand même extraordinaire. Et vous avez des... vous avez donc, ils vivent en fait en communauté. Donc, cousin germain, oncle, donc c'est toujours une famille, c'est une communauté de familles. On retrouve ça dans le Fiumorbo. Vous avez à Sant'Antonio-Ghisonaccia, vous avez une bergerie, ils sont tous Fazi. 11 familles Fazi dans la même bergerie. Donc en fait, ils se regroupent par communauté, c'est très ancien, hein, c'est un réflexe, hein, ils sont cousins, ils sont... Donc ils vivent, là vous avez tout le monde en aussi, hein, en Anglais, je crois que... Ça c'est un couche. Ah, il y avait beaucoup de Mondoloni à Luce. Tout à Luce, tout est Mondoloni. Voilà, donc ça aussi c'est une particularité du Sartenay. Hein. À part le Fiumorbo, je n'ai pas retrouvé donc en Corse de bergerie, on trouve vraiment une seule famille. On le retrouve, je n'ai pas retrouvé ça, à part quelques exemples du Fiumorbo. Vous voyez donc l'intérieur du casedo. Alors Antoine, je pense que dans l'eau on mettait voilà, on mettait des matelas, faits avec de la paille ou des feuilles de lait. Donc quand ils arrivaient, comme le matelas, ils confectionnaient sur place. Ils avaient un grand sac, soit ils mettaient des feuilles de maïs, soit des feuilles de hêtre qu'ils ramassaient, ils remplissaient, soit on mettait de la sodère, ou dans la bouche. À vider, on mettait ce qu'ils avaient. Hein. En fait, ils ne se prenaient pas la tête. Hein. Ils récupéraient ce qu'ils avaient sur place. Hein. Ils faisaient, ils appelaient ça, ils badacci. Nous, il y avait du sac. Bon, c'est à peu près le même... C'est paillasse. Paillasse. Donc là, il y a le cheminée en fait, il n'y a pas de cidre dans cette... C'est nouveau à l'époque. Ah, c'est nouveau. Il y avait le cidre à l'époque. C'est le même confort. C'est moderne. Ils ont aménagé leur bergerie. Voilà, donc ça, c'est un peu l'habitat type, une seule pièce. Hein. Ils sont tous dans la même pièce. Hein. Hommes, femmes, enfants. Hein. C'est aussi un animal. Voilà. Là, c'est encore des bergeries de Chiasone. Il y a le fameux Mondoloni, Antoine, qui vit à Lucianello. Donc, je l'avais ramené dans le Couchonne pour qu'il m'explique un peu. Il a 91 ans. Et il me disait, il s'appelle tous Mondoloni dans ces bergeries. Donc, il m'a parlé longuement de Chiasone, avec le Monte Chiaro qui est au fond. Le fameux Monte Chiaro, vous voyez le pic
qui a plein de légendes sur cette montagne. Là, vous avez Gavadar, c'est la seule bergerie où on a vraiment restauré les 100 cabanes. Hein. Mais on m'a dit que ce n'était pas très ancien, Gavadar. Il y en a une qui est toute neuve. Les deux autres sont d'origine. Les autres sont d'origine. Hein. Donc c'est encore des gens qui montaient de Propriat, ça c'est les bergers du Propriat. Ah, alors là, un mot sur pourquoi cette photo. Alors, ils ont des cannes à pêche. Si vous voulez, parce que la pêche, c'était un élément important. Parce que d'abord, c'était un complément des truites, un complément de nourriture important. Ah oui, la même photo aujourd'hui. Le même 60 ans plus tard. Alors en fait, ils pêchaient pour deux raisons. D'abord pour se nourrir, parce que puis souvent, on m'a dit que dans certaines bergeries proches de Zicavo, les enfants braconnaient les truites pour aller les vendre à Zicavo pour se faire un peu d'argent de poche. C'est une tradition dans le Couchon. Ils monnayaient leurs truites à Zicavo. Parce qu'en fait, ils allaient sur la bétail à Zicavo. Ils descendaient une fois par semaine avec des mules. À Zicavo, il y avait 9 épiceries à Zicavo. 9 épiceries, parce qu'il y avait du monde qui venait du Couchon, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez la fameuse manière de pêcher les truites avec la main. Ils avaient vraiment de... À l'époque, c'était pas interdit. C'est pas interdit. Personne ne savait que c'était. Alors comment ils pêchaient, hein. Vous avez des fameuses truites, c'est la truite macrostigma, c'est une truite endémique au Couchon. La fameuse truite du Couchon, qui est d'ailleurs protégée, un plan de protection pour la sauvegarde. Pitturata come Azzinello. Andiamo a macrostigma, celui de la tache rouge. Voilà, donc les fameuses truites qui étaient... Voilà, alors, autre problème du cochon aujourd'hui. Le couvert végétal. Regardez, comme il n'y a plus d'animaux, les épineux ont repoussé. Et aujourd'hui, le cochon est couvert d'épineux. Ça fait que les animaux ont du mal à brouter. Alors, exemple, regardez, voilà les troupeaux, et voilà le problème qu'ils ont. Donc, comme ce sont des épineux, l'herbe a du mal à sortir, hein, ils n'ont plus de quoi se nourrir. Et avant, les bergers brûlaient. Ils avaient le droit de brûler. Quand ils partaient au mois de septembre, ils brûlaient le couvert végétal, hein, ils brûlaient ces épineux, ce qui permettait à l'herbe de repousser, en fait. Et aujourd'hui, les troupeaux ont vraiment beaucoup de difficultés à évoluer dans le couchon. Ça s'appelle il tavone. Il Devo chauffare le four. y a la spinnerie ou d'avant, il y a beaucoup d'épineux différents. Et donc aujourd'hui, le couchon est couvert de... Ah, ça, c'est un autre problème pour les bergers, hein, c'est un autre problème. Là aussi, donc, on retourne berger de Tiage. Alors, pourquoi cette photo? La forêt. La forêt qui se reconstitue. Les animaux, les chèvres broutaient, la chèvre détruite, un destructeur. Donc, il y avait très peu d'arbres dans le couchon il y a une soixantaine d'années. Aujourd'hui, le couchon se reboise. Avec intéressant, ce sont on appelle ça la zoomorphie. C'est-à-dire que l'arbre, il se protège. L'arbre, quand il pousse, en fait, l'arbre est à l'intérieur. Donc, il sécrète une sorte de débranchage qui est autour pour que les chèvres ne puissent pas manger l'arbre qui est au milieu. C'est une protection naturelle. On appelle ça la zoomorphie. L'arbre, il se protège. Si les chèvres viennent goûter, si vous l'arbre est vraiment au milieu. Donc l'arbre aujourd'hui, ça c'est un réflexe de... Oui, l'arbre, c'est tout à fait. Ça, on ne trouvait pas ça il y a 50 ans. Ça, c'est nouveau. Encore si c'est nouveau. Voilà, parce que là, on retourne... Et moi, je me faisais comme ça, c'était la bergerie, c'était déjà et voilà. Et moi, je me faisais deux. Ah oui, il y a beaucoup de femmes, hein, en fait. Les photos, on voit très peu d'hommes. Hein. Voilà, l'habillement, les... Bon. Alors, ça c'est une bergerie, c'est une des rares photos de bergerie habitée, c'est Ariatales, du côté de Porto Vecchio, c'est Antoine Fouette qui nous a fourni cette photo. Aujourd'hui, la bergerie est effondrée, hein. Il n'y a plus rien. C'est un champ de ruines. Donc, il y avait des troupeaux de brebis. Et ces photos, je crois qu'elles ont 40 ans. Et là, vous avez la bergerie d'Antoine Fouette à Bitour. Il y a aujourd'hui, c'est une bergerie qui a été reconstruite, qui est à côté de la structure de Coin, c'est la fameuse structure touristique de Bitour. Ah oui, c'est l'ancien avant d'arriver à Bouquinel. Et lui, donc, il monte toujours avec ses brebis. C'est un des derniers bergers, d'ailleurs, qui
transhumant encore François. François Salette montait là, François Tramont. Et ça, on est descendu, il est au Panthéon Rénavien, tu te rappelles? Oui, lui, il montait là. Il montait là. Et là, vous avez donc Antoine Fod avec ses brebis, je l'ai photographié l'an dernier. Là. Et alors, là, on va arriver à quelque chose d'intéressant, qui est typique au Sartenay, c'est la manière de faire le fromage. Vous savez qu'en Haute-Corse, le fromage, on ne le presse pas. Ici, on le presse. Hein. Bon, je vous excusez-moi, parce que je sais que vous en savez plus que moi là-dessus, mais bon, pour essayer de vous éclairer un peu. Alors, on a souvent dit, c'est du fromage sarde. Non, c'est pas du fromage sarde. Le pressage en Corse, c'est très ancien. On le fait aussi en Sardaigne, on le fait à Chypre, on le fait partout. Hein. Et on presse en fait de Sartène, Porto-Vecchio et Bonifacio. Tous les extrêmes sud, il y a du pressage. Et c'est très particulier, c'est pas ça en Corse. Faut pas, chaque fois on assimile le fromage de Sartenay au fromage sarde, c'est absolument rien à voir. La façon de faire le fromage n'est pas la même, il y a des détails qui font que, vous allez voir, c'est différent. Alors, ils pressent comment? Vous voyez ce qu'ils font? Alors, ils avaient, pour presser, en fait, ils mettent la pâte dans des bols en bois. Voilà, c'est vraiment des scudette. Ça, ce sont des bols en bois qui n'étaient pas percés. Hein. Alors, si vous voulez, on va vous montrer le père. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le cahier dans le bol, ils pressent, et le petit lait sort par-dessus. Elles ne sont pas percées. À l'origine, elles n'étaient pas percées. Hein. Ensuite, il y a une évolution bon, qui peut poser quelques problèmes. Enfin bon, voilà donc le fameux pressage dans les scudette à l'ancienne. Scudette de chez Jules Tillighi à Barach. Donc avec les scudette, je lui ai demandé de nous faire le fromage dans les scudette anciennes, oui. Donc il presse et le petit lait sort par-dessus. Voilà, donc c'est dans les mains en fait, hein, parce que presser un fromage, ça prend un quart d'heure. Hein. Donc on le presse, on le sort, on le presse. Voilà, donc voilà. Bon, il y a le petit lait. Quoi, les ninino? Non, très ninino. C'est ninino la bianca. Voilà. Donc on le retourne. Alors, vous voyez donc l'évolution des scudette. D'aujourd'hui, elles sont percées. Alors on nous dit que c'est plus facile. On nous dit qu'elles sont percées, comme ça le petit lait s'égoutte plus facilement. Bon, alors, moi je ne suis pas spécialiste du fromage. Les vieux bergers que j'ai rencontrés dénoncent cette manière de faire le fromage. Bon, les vieux bergers. Ils disent que, en pressant la main, le fromage était vivant. On sentait vivre le fromage. On le prenait, on le retournait, on le pressait. Voilà, exact. Donc le fromage vivait. C'est ça. Donc on les imprime mal. Il vivait. On le pressait. Donc parce que le pressage aujourd'hui, il y a des machines. Aujourd'hui, il y a des machines qui pressent. Imaginez l'évolution en 30 ans. Alors si vous voulez, le scudette n'est pas pressé, on a le scudette est percé. Vous voyez donc des exemples de scudette dans le bois, la porcelaine et le plastique. L'évolution. Donc pas percé, la porcelaine n'est pas percée, fer, métal et plastique percé. Ah, bon. Et là, donc, alors le fromage, une fois qu'il est pressé, on le laisse 2 jours dans les formes et puis on lui fume le fromage. Hein. On avait l'habitude de le fumer, certains ne le fument pas. Bon, là aussi, il y en a qui n'aiment pas faire le fromage fumé, d'autres qui l'aiment. Jules Tillighi continue à fumer son fromage. Alors il le pose sur des clés, ou des trastes. Alors on met un lit de jonc. Donc voilà, oui, le jonc, on met un lit de jonc et on pose le fromage dessus. Et il y a le feu dessous. Alors on peut, voilà, on voit bien le jonc. Hein. En fait, le jonc, le fromage ne passe pas à travers de la clé, hein, tout simplement. Hein. Et ce jonc, on le changeait tous les mois, je crois, tous les 3 semaines, il changeait le jonc. Hein. Il fallait le chercher. Alors les endroits où il n'y avait pas de jonc, on mettait la sodelle, la tige sèche de la sodelle. Hein. En montagne, parfois on ne trouvait pas de jonc, donc ils mettaient des tiges de la sodelle, comme ça ils posaient le fromage dessus. Donc ça c'est une technique ancienne, attention. Hein. On ne fait plus le fromage aujourd'hui comme ça à Sartène, hein, à part Jules Tillighi, voilà. Donc un exemple d'un casier, ça nous ramène un siècle en arrière. Plus. C'est extraordinaire qu'il ait gardé. C'est presque, moi je suis même. C'est un patrimoine, ça c'est vraiment, ça c'est une bergerie patrimoine. Hein. Moi je me demande pourquoi d'ailleurs les pouvoirs publics ne fassent pas quelque chose. Ça c'est un conseil. Non mais on les a. C'est un patrimoine. Ça c'est un patrimoine. On ne peut pas prendre les normes européennes parce que si les normes débarquent, ils nous mettent en prison. Non mais il faut être sérieux.
Non, mais compris, tu as saisi quoi? Non, mais moi, ce qui m'intéresse dans les recherches, c'est vos anciens, quand vous faites comme ça. Là, on est vraiment dans une configuration d'une fromagerie type du Sartenay. C'est ça. Après, on peut discuter sur l'hygiène, on peut dire beaucoup de choses après. Hein. Il n'y a jamais eu de mort. On va déclencher un débat là-dessus. Et voilà, en gros, voilà le fromage qui est fumé, qui... Moi, j'ai envie de le manger. Hein. C'est extraordinaire. Alors, un mot sur les genoux gages au là. Alors, pourquoi il y a plusieurs explications pourquoi le fromage se fendillait comme ça. On dit que le lait, il est gras. Alors, quand le lait est trop gras, le fromage il est bon, hein, c'est pas du tout. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas comparer. Moi, le but, c'est pas de dire c'était meilleur avant. Hein. C'est montrer, si vous voulez, comment travailler. Moi, on n'a pas d'état d'âme à dire c'est bien ou pas bien. Je ne vais pas dire. Voilà, ça c'est vraiment un exemple type. Et heureusement que Jules Killigny a gardé cette bergerie. Ça nous permet aujourd'hui de visualiser en fait des techniques anciennes. Alors, exemple de Haute-Corse. Regardez la Haute-Corse comment on fait le fromage. Donc là, on a constitué un piustron, on faisait le fromage à l'extérieur. Hein. Donc voilà, ça c'est le niol. Voilà. Regardez la différence. Hein. Donc on ne le presse pas, on remplit le cahier, on remplit les formes et on le laisse égoutter naturellement. Ça c'est l'exemple. Vous voyez la différence. C'est quand même incroyable la différence qu'il y a. Hein. On ne le presse pas, on remplit. Ils font comme ça. Et oui, et donc au bout d'une heure, il le retourne en fait. Hein. Voilà. Et donc le fromage de Haute-Corse, les cagiles de Haute-Corse, hein, avec les lébores, anouk. L'eau anouk, les lébores. On pose de l'élébore parce que l'élébore est un verbicide, ça éloigne les mouches. Anouk. Alors on pose anouk pour que les mouches ne pondent pas des vers sur le fromage. Voilà. Et c'est très efficace, hein, les lébores. Hein. Mais on l'utilisait aussi dans le bouchon, on utilisait les lébores. On m'a dit qu'il y avait des endroits où on mettait les lébores. Antoine Mondolé m'a dit qu'il avait vu de lébores sur le fromage. Hein? Voilà, donc ça c'est le fromage des cagiles et de Castagniche, un exemple. Alors, la scoudeda, moi ce qui m'a donné l'idée, moi je ne connaissais pas du tout, j'avais vu le pressage moderne, je ne savais pas que ça existait. C'est cette photo qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ces bols? Et j'ai d'ailleurs c'est Antoine qui m'a. On est allé voir la Casa Bianca, et elle nous a dit que c'était scoudeda. Tu nous as fait faire deux par Alessandre. Voilà. Alessandre. Voilà, donc on était à Moscou, je ne sais pas, on est allé voir avec Jeannot, on est allé voir Madame Casabianca, elle nous dit ça, c'est les scoudés des temps anciens. C'est comme ça que c'est un peu façon. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai demandé à un tourneur sur bois à Bastia de nous en faire une, tout simplement. Alors Madame, en fait, les scoudés, on les faisait de deux façons. Dans les temps anciens, on les taillait. Avec une herminette, de la chaude, on les creusait, c'est du bois d'aulne. C'est de l'aulne parce que l'aulne est un bois léger et un bois qui ne pourrit pas. Donc il ne pourrit pas et léger. Alors c'est des troncs d'aulne et ceux qui ne pouvaient pas les creuser les achetaient. Il y avait des tourneurs sur bois en Castagniche et même ici. Hein. Donc ils faisaient faire des scoudés. J'ai demandé à un copain qui est tourneur sur bois de nous en faire une, hein, tout simplement. Voilà, donc oui, il prend les mesures. Ça c'est une scoudée que m'avait prêté Madame Cramon. Et François. François, oui, François. Hein? Voilà. Voilà, c'était donc une feuille de sa grand-mère, donc elle me l'a confié. C'est pas Pantaléon le type là. Hein? C'est pas Pantaléon le type. Non, c'était un copain de Bastia, le tourneur sur bois. Donc vous voyez, comment on le faisait. La chaude, les herminettes, et ensuite le tour à bois. Voilà donc le travail, voilà comment on faisait une scoudée. On a commencé à tourner à partir du 19e siècle, là, même 18e. C'est ancien le tournage. Hein. Voilà, ceux qui ne pouvaient pas les tailler, ils les achetaient, hein, tout simplement. Voilà une scoudée là qui est tournée. Voilà, donc on est arrivé au. Voilà.
On a essayé de souder, d'ailleurs, nous avait servi à presser chez Antoine Froid, on a pressé le fromage, voilà, c'est facile à constituer. Alors, ça sont des scoudées très anciennes qu'on a trouvées à Isola-Chegumo. Parce que pourquoi Isolaccio? Parce qu'Isolaccio et le Tarno communiquent. C'est la même montagne. Hein. D'un côté, vous avez Cozzano et Tara et Ziga, de l'autre côté, vous avez le Chaumont. Et beaucoup de bergers du Chaumont sont venus du Tara. Parce qu'ils ne sont pas venus qu'à Sartène. Hein. Ils sont aussi venus dans la plaine de Isolaccio. Ils sont penchés du mauvais côté. Ouais, ils sont venus du mauvais côté. Et c'est pour ça qu'on a trouvé, sont des scoudées qui ont au moins 2 siècles. Hein. Et alors, vous voyez, ils sont grossièrement liés, celle de droite et celle de gauche, hein, qui, donc voilà, donc il s'attélie une Bianca qui nous fait un pressage voilà, très ancien aussi. Voilà, donc, moi j'adore ces gestes, hein, parce qu'en fait, il y en a qui, voilà, donc elle retourne, comment je vais retourner, et represser, voilà, le jonc, et puis là, mais vous savez ce que c'est ça, hein? Comment dire là? La birra. Donc il y a chaque région son. C'est toujours la notion de goût. Voilà. Une perle. En fait, c'est la caillette, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la caillette du cabri, hein, qui tête. C'est la levure. Colostrum, arolostra, c'est le lait chargé d'enzymes, le premier lait du cabri en fait. Hein. Ce lait se dépose dans la caillette, mais il faut que le cabri, il ne faut pas qu'il broute, hein, il faut qu'il soit enfermé dans le custrone ou dans le sarcone. Et ensuite on tuait le cabri à moi, on prélevait cette caillette, le lait, on séchait, c'est de la présure tout simplement. Hein. Donc on prenait un petit morceau de cette présure, un petit morceau, où la présure entière, on enlevait la peau, on mettait dans une bouteille, 1 litre d'eau, on remuait, on faisait, avec une bouteille, on en avait pour presque un an, hein, une bouteille, hein, parce qu'on mettait une cuillère de présure pour 30 litres de lait, on mettait une petite cuillère. Hein. Donc ça aussi, alors paraît-il que c'est interdit, bon, je ne comprends pas, je ne comprends pas, enfin. Alors oui, donc l'exemple de Haute-Corse, la forme en fromage est totalement différente, hein. Toujours pour comparer, on tresse, c'est un tresseur de cannelle, on tresse sur la vachaille avec du jaune. Donc, vous voyez donc la différence de forme à fromage. Hein. On a du mal à croire qu'il y ait tant de différences comme ça d'une région à l'autre. Hein. Voilà donc la vachaille, qui fait qu'il ramassait des joncs dans les marais, puis il tressait à la vachaille. Et voilà, donc les cagines avec les salages traditionnels, hein, à la bergerie du Nord. Voilà, alors. L'évolution du couchon d'aujourd'hui. C'est ça qui m'interpelle. Voilà ce qu'on voit dans le couchon d'aujourd'hui. Alors vous avez l'évolution des bergeries, hein, Egoci, bergerie di Egoci, bergerie de Matanz, C'est un camp de vacances à côté. bergerie de Bassetta. Voilà. Alors moi je vois qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans les couchons. C'est l'annexe de la baie. Mais il y a le GR20 a été détourné, hein, d'ailleurs. Hein, ils ont détourné le GR20 pour que les touristes passent dans ces bergeries. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi je ne vais pas me prononcer dessus. Moi je trouve que c'est quand même un problème. Hein. Ça va poser un problème dans les années à venir. Hein, parce qu'il y en a trop aujourd'hui, pourquoi pas 10, 20 ou 30 dans les prochaines années. Alors on demande aujourd'hui, lundi il y a une réunion à Pointe, c'est justement pour essayer d'installer des bergers dans le couchon. Je ne vois pas comment les bergers vont pouvoir continuer à travailler dans un système qui n'est pas du tout contrôlé, il n'y a aucune maîtrise là. L'espace n'est pas du tout maîtrisé. Mais qu'est-ce qu'a installé ces bergeries Pierre? Moi je suis invité, personnellement. Et ils sont en gestion maintenant, il y a un pandémie qui s'est mis en place, donc on ne pourra plus faire des photos. Vous pensez? Là, ça se met en place. Écoutez, moi je veux venir vous voir. Hein. Voilà. Moi je ne dénonce pas. Moi ce qui m'a frappé aujourd'hui dans le couchon, c'est ça. Ça m'a frappé, ça m'interpelle. Je ne dis pas que c'est mal. Ça appartient à qui Pierre? C'est privé sur les structures privées. Privé. Parce que C'est comme la commune hein, qui est. oui, mais qui c'est qui gère ça? La commune. Les casiers ils appartiennent à la commune. Ils appartiennent au développement de la commune. Les murs appartiennent à la commune. Attendez, on a le même problème Pas au de sport. sécurité. Ah oui, on a oublié de dire quelque chose. Le statut des casiers de montagne, des cabanes de montagne.
théoriquement, si vous voulez, ces cabanes n'appartiennent à personne. C'est-à-dire, le berger a cette cabane, le fils, le petit-fils, tant qu'ils sont bergers, ils peuvent utiliser la cabane. Le jour où ils ne sont plus bergers, ils doivent laisser la cabane. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de régions de Corse, c'est un peu système. Tout simplement. Alors, qui va aller dormir maintenant? Parce que la cabane n'appartient plus, à plus de brebis. Parce que s'il n'a plus de brebis, il doit laisser la cabane. Mais comme plus personne n'a de brebis, et ils disent tous, mais mon grand-père, la famille a utilisé ces casiers, donc ce casier, je continue à l'utiliser. Non, mais là, c'est les gens de Singapour, ça fait vivre des familles. Non, mais je ne pense pas. C'est compliqué, c'est pour ça que c'est je ne pense pas, ce n'est pas là, je n'ai pas envie d'y rentrer. C'est pas ça le problème. C'est aujourd'hui, le problème du couchon qui va se poser, à mon avis, il y a des grandes discussions, on discute aujourd'hui sur le couchon, c'est quand même des débats sur l'avenir de ce territoire. Est-ce que des bergers aujourd'hui, est-ce que des jeunes vont pouvoir remonter nos couchons? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de remonter? Dans quelles conditions ils vont remonter? Ça va être compliqué de retourner, de réinvestir un territoire comme ça aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Est-ce qu'il y aura des bergers qui vont remonter? Des volontaires. Est-ce qu'il y a des bergers qui vont remonter? Il y en a encore quelques-uns dans le Sartenay, il y en a déjà. Mais après, c'est pas forcément. Dans quelles conditions ils vont monter? C'est ça? Aujourd'hui, ils peuvent monter, mais après, c'est qu'il y en a de moins en moins qui veulent monter. Voilà. Déjà, vous avez des territoires irrigués, il y a une production d'herbe, et du coup, ces bergers-là n'ont plus besoin de monter en transhumance. Donc après, il y a une évolution des équipements qui fait que la transhumance perd son sens. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, on fait du transhumance parce qu'ils ont déjà d'herbe. Aujourd'hui, on nourrit les brebis presque à l'état. Donc, est-ce qu'on doit encore transhumer? On voit la transhumance comme... Ils montent en quad ou... Non, mais si vous voulez, la disparition des transhumances, à mon avis, il n'y a pas de côté folklorique de la transhumance. La transhumance, elle a joué un rôle important. Parce que si vous voulez, ça permettait à des familles de se déplacer. Il y avait des familles qui se rencontraient dans les montagnes. Les gens du Couchon envoyaient les gens du Fiumourou. Les gens de Bastille envoyaient les gens de Ghisone. Les gens de Benaquet envoyaient les gens de Guillermo. Il y avait des contacts en montagne. Il y avait une vie en montagne. Les gens vivaient dans les grillades. C'était vraiment chose important. Et cet abandon aujourd'hui, abandonner le territoire, parce que le milieu souffrait, quand l'homme disparaît, la vie est épineux. Comment aujourd'hui on utilise nos lignes? Donc si vous voulez, oui, le problème c'est comment maîtriser, parce que quand l'homme disparaît, le milieu se ferme. Vous avez vu les épineux qui commencent à... Aujourd'hui, moi je ne sais pas, comment vous voyez-vous l'avenir du Couchon? Parce que ça ne concerne pas les gens de Sartène aussi, ça concerne. Avant tout, les gens de Sartène. Moi je pense que c'est un territoire important, il y a une histoire, le Couchon, c'est toute une histoire. Il y a Sartène, c'est une social de Couchon. C'est vraiment une entité. Pardon? Il y a aussi un problème de cohabitation avec les éleveurs de porc. Ah, c'est-à-dire, allez-y. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les porcs sur le plateau du Couchon ne portent pas l'agneau, et donc le plateau est très dégradé. Donc il y a cette compatibilité, je dirais, entre l'élevage du porc-coureur et l'élevage des petits ruminants, comme les brebis et chèvres. Et avant, comment, alors dans les temps, comment se passait la communication sur les cochons? Ils n'avaient pas d'abord non plus à l'époque. Je ne sais pas si on était à ce degré de... C'est un gros problème. Et beaucoup de bergers ne transhument plus, notamment après le sang. Oui, mais on trouve ça dans la zone de Palmier, on trouve le même problème. La cohabitation entre les cochons et les brebis dans les temps, pas maintenant. Mais avant, comment vous viviez, par exemple? Comment vous viviez avec les cochons? Comment c'était? On faisait avec, Il y en avait moins peut-être. on se nourrissait comme ça, en dégradant. Ah bon? Et le petit gamin montait une fois tous les 15 jours dans les châtaignes, des trucs comme ça. Et si vous gênez les cochons Il gênait autour de la maison, mais de toute façon, il n'y avait que des brebis, des chèvres, des vaches, des cochons. C'était un élément de plus. Point. Et en fait, tout le monde cohabitait. Il y avait énormément de monde, énormément d'animaux, donc c'était pas... C'était petit lot, le cochon. Mais en fait, on peut ouvrir le parenthèse. Il y en a beaucoup moins ici. À l'époque, il y en avait, je ne sais pas, moi, je vais te donner un chiffre, il y en avait 50 fois plus. Ah bon? Oui, parce que toutes les familles de petits gavaux avaient leurs cochons. Tout est haut. Oui.
j'ai oublié de vous dire une chose aussi, les bergers qui montaient dans le cochon, ils payaient. Ils payaient à la commune de Zi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça aussi, c'est une histoire assez intéressante. Au XVIIIe siècle, si vous voulez, au XIXe, les communes avaient des employés municipaux qui montaient dans le cochon et faire payer les bergers. Bon, ça ne passait pas toujours très bien parce que les bergers n'avaient pas d'argent souvent, puis ils rechignaient à payer. Alors ils déclaraient, parce qu'en fait on payait, sans brebis, on payait par tête de brebis ou de chèvre. Alors ils essayaient de tricher, bon, ils essayaient de tricher les brebis, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà. Ils montaient le matin tôt et pour compter les brebis au moment de la traite dans les enclos. Ils n'étaient pas pauvres, ils essayaient de les coincer le matin tôt. Bon. Et puis, à la fin du 19e, il y a des problèmes, il y a beaucoup de conflits avec les bergers du Couchon, avec les gens de la mairie de Zigre. Qu'est-ce que fait la mairie de Zigre? Elle privatise le système. C'est-à-dire qu'elle crée des territoires. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le territoire comme une ordre aux enchères. Alors, moi je suis le maire de Zigre, donc j'ai 2000 hectares, allez, je mets les 2000 hectares aux enchères. Vous êtes 3 candidats, moi je prends, donc en fait ils donnent le territoire à un particulier. Donc moi je prends le territoire, tu payes le temps. Après toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer dans ton fond. Il faut que tu fasses le tour des bergers du Couchon pour payer les bergers. Donc ils ont privatisé le système. Et ils appelaient ça l'affitoirie. Affit, ça veut dire location en Corse. Alors ces affitoires, ils étaient en bagarre permanente avec les bergers. Moi j'en ai rencontré. J'ai rencontré Milani à Coins, il m'a dit que c'était pour les faire payer, c'était un peu d'argent. Maintenant, il n'y a pas le moyen de payer. Moi, on a des documents, ils payaient 3000 francs de location de pâturage et ils gagnaient 2000 francs de vente de fromage. Comment voulez-vous? Donc ils vivaient dans des conditions, et les régions, c'est une des causes d'ailleurs de l'abandon du Couchon, quand ils disent c'est trop cher. Parce que souvent il fallait payer sur plusieurs communes, parce qu'on chevauchait. Ah oui, il y a un problème. Et toutes les communes, ce qui fait par exemple que la bergerie de Traux a été abandonnée, parce qu'elle était sur 3 communes, Nolène, Audette, Sigre et. Je l'ai oublié, il est du côté de la Sud. Et puis c'était chez le Jardin de l'Opadadio. Et il disait que c'était cher. Les réunions, c'était cher. Oui, donc c'est encore une particularité du. Alors qu'ailleurs, on ne paye pas. C'est terminé. Dans le Niol, on ne payait pas. Dans le Vénaquet, on ne payait pas. C'est des terres communes et il n'y avait pas de. Ici, on payait. On faisait payer les. La terre des seigneurs. Voilà, donc là, c'est dans ma bergerie de Basset. Hein. Oui, mais elle est modernisée. Mondolone, bergerie de Mondolone. Encore. Et là, il y a un jeune camarade, un jeune de Tigre qui s'est installé là-haut. Hein, et qui, voilà, donc voilà un peu le. Moi, je vous ai montré un peu ce que c'était le Couchon, même si vous voulez qu'on parle un peu. Je ne sais pas si vous avez une idée un peu plus. Là, vous êtes sur le long-play, hein? Hein? Oui, non, on va rester en montagne. Non, mais. Je ne sais pas comment vous voyez, vous, moi ça m'intéresse de savoir quelle est votre vision du Couchon, les gens de Sartène, comment... Il y a très peu de gens de Sartène maintenant qui s'intéressent au Couchon. Ah bon? Ah oui. Donc ils ne voient pas le problème pour la plupart. Ils ne voyaient pas que ça même succès. Oui. Là, la mémoire. C'est dilué complètement. Hein. Et pourtant, il y a beaucoup de familles... Beaucoup de familles aussi qui ont des ancêtres qui avaient le Couchon. Ils n'ont pas gardé dans les familles cette mémoire comme ça de... Monsieur Luchon. Oui. À Montagne, il y a la marina d'Archini, je l'ai mis au Bouchon. C'était le versant. C'est Gaïa. Non, c'était le versant Florianine ou Bocalava. No, Couchon non. I cavallari sono che non Couchon, i rocci, i cavallari, a Vessa, a Teparitone, no, fra un vento. Ho detto che sono buono, No, mais ça fait partie du plateau de Couchon. Teparitone è pieno Couchon. Toi, vous avez parti du Couchon. Fromage, je débat sur le pressage. Sur le pressage, quand même, la majorité des bergers continuent à presser à la main. Hein. Il y en a, enfin moi, à ma connaissance, de votre vie à certaines, il y en a 2 qui pressent à la machine. Hein.
50. Hein. Après, il y a un pressage mécanique en empilant les moules les uns sur les autres. Ils commencent par un pressage manuel. Après, ils travaillent plus sur l'hygrométrie de la pièce dans laquelle ils égouttent, ce qui permet de moins presser à la main. Mais par contre, ils restent quand même principalement, majoritairement, sur un pressage à la main. Mais le fait de la journée doit s'apercer ou pas, est-ce que ça a vraiment une incidence sur le fromage? Ça, c'est une question que je me pose. Je ne pourrais pas dire, il faudrait faire une dégustation des deux fromages côte à côte. Oui, on a le fromage là, oui, donc il y a une évolution qui se fait. Alors, est-ce qu'on doit garder la tradition? La question qui se C'est vrai pose que depuis Georges dit la présure, ça par contre, ça a une incidence sur les mous. Après, ça a une vraie incidence sur les mous. Voilà. Vous voulez quoi? Il y a des choses qui vous La fromage de vie. Eh oui, donc, si vous voulez, juste pour terminer deux choses marrantes, monsieur a relevé les pénuries bouchonnes, vous allez voir, hein. Donc ça c'est marrant. Alors vous aviez la Kirasé, donc si je vais dans une autre Aves, alors Cavada, Padagno, Camila, Capricciola, Egogi, Aluccia, Bassetta, Frauletta, Buchinera, Chiasoli, Teparinonda, Baccialivecchio, Cadora, Pidignedo, Fontaneda, Pianeda, Padolello, Aiada, Uiadico, Arno, Teparinonda, Marinasca, la Materrecchio, Maresasca, Pastoriton, du Bronconnet, du Castel de Massa. Il y avait 300 recensés au XVIe siècle. Imaginez donc, et ça c'est des bergeries qui sont dressées dans la mémoire collective, c'est-à-dire c'est des gens comme Antoine qui les ont mis. Parce que si vous prenez le cadastre sur le Plantéry, vous avez des centaines de bergeries. Ils ont même oublié, il y a des noms que je leur ai dit, par exemple Campodondo, Agoda, Zabarabes, Arbino, Sabazzoni, Caracabraccia, Monsinaccia, il y avait des mots. Il y a plein de mots qui ont. Si vous voulez, il y a la toponymie aussi est importante. Aujourd'hui, il y a des questions de problème avec les chiens. Bon, donc vous voyez un peu la liste des bergeries. D'ailleurs, on voit que le Bordeaux a des bergeries qui ont finalement disparu. Mais si vous voulez, l'intérêt aussi, c'est de faire un travail sur la toponymie du bouchon, mais important de la région de Corse, hein, parce que ce sont des mots que conservent les vieux bergers, et quand eux disparaissent, c'est terminé. Donc, parce que le cadastre de 1850, étaient des géomètres continentaux français qui venaient ici, quand ils relevaient les mots, ils écoutaient Ariadalès, il y a des qui vient de Paris, Ariadalès, et comment je vais l'écrire. C'est ça le point. Donc ils écrivaient à peu près n'importe quoi. Comme vous avez pas mal écrit. Voilà. Donc ils écrivaient, donc ici sur le cadastre, on a des écritures fantaisistes. Hein. Alors le but aussi, c'est d'aller voir les bergers, c'est de leur demander comment on prononce le mot. Donc en fait, c'est eux qui ont le vrai mot, c'est eux qui le disent. Attention de bien mettre les 2 D. Attention de bien mettre les 2 D dans le. Ah, les 2 D, oui, ça, parce que nous on a les L, et eux, ici les D. Je suis en conflit avec les sudistes. Non, mais c'est de la toponymie, c'est quelque chose de. Surtout sur le couchon, mais je vois qu'il y a quelques bergers, quand je demande de quelle famille, voilà, j'ai relevé les familles qui vivaient dans les casiers de couchon. Bon, il y a très peu de gens qui le savent aujourd'hui. Donc on a pu relever quelques familles, c'était compliqué. Hein. C'est pas évident, donc on a vu ici Cabane, 4 familles andréanes. Tout andréanes, c'est pas évident. Pendant che poi si comincia l'Artinetta che parla Padagliolo, lui Cabane. La mémoire a disparu, personne ne sait quelle. Il Bruet.
donc au bouquinaire, vous aviez Carpiccio, là, les monologues. Les monologues, on en trouve, alors ça c'est grand. Bon, c'est bon. Attends, je peux faire un... Septembre, Dominique Colombe, comme d'hab. Hein? Vous viendrez nombreux. Ah, François Hérolien.